Bonjour, dans cette vidéo, vous allez découvrir donc des techniques pour mémoriser un cours avec un invité spécial. Il s'agit de François Trésorier qui est formateur, entrepreneur et mémoniste comme il se définit. Et il va nous parler du pays dans lequel il habite, de l'Ukraine. Alors bonjour François. Bonjour à tous et à toutes. Quel temps fait-il en Ukraine ? Là, pour le moment, il fait assez bon. Je pense que c'est comme en France. Là, aujourd'hui, on doit voir 6 degrés. Donc, ce qui est bien. La semaine dernière, on a eu beaucoup de neige. Mais là, ça a déjà tout fondu. Et je pense que le temps est à peu près comparable au temps que vous avez en France maintenant. En France, il pleut actuellement. Ah, il pleut, d'accord. Nous aussi, c'est assez nuageux. Mais je veux dire que beaucoup de gens pensent que l'Ukraine, c'est très, très froid. Et là, pour l'instant, l'hiver est assez doux. D'accord. Alors, qui es-tu? Que fais-tu? Et pourquoi tu vis en Ukraine? Pourquoi, d'accord. Bon, je m'appelle, comme tu l'as dit, François Trésorier. Donc, je suis expert dans les techniques d'apprentissage et de mémorisation. Je suis derrière le site internet Super Apprenant, où j'aide des personnes à apprendre mieux, plus rapidement, en enseignant encore une fois les techniques de mémorisation, les mnémotechniques. Et là, j'ai passé à peu près 3 ans en Ukraine. Mais c'est-à-dire que j'habite en Ukraine par alternance, pas non-stop. C'est-à-dire que je vis un peu en France. En fait, je vis un peu partout. Comme j'aime le dire, je vis un peu partout et nulle part. Mais pourquoi l'Ukraine? Pourquoi l'Ukraine? En fait, l'Ukraine, ça a commencé en 2013. En fait, je voulais voyager. J'ai toujours aimé les pays qui sont très peu connus pour nous, parce que l'Ukraine, il y a peu de personnes finalement qui connaissent l'Ukraine. Un peu plus maintenant ces dernières années, parce que par rapport à la situation politique, à la guerre, etc. Mais en fait, je voulais un pays qui était pas trop touristique et que personne connaissait. Et du coup, j'ai eu l'occasion en 2013 de partir faire un volontariat en Ukraine, en Crimée. La Crimée, à l'époque, était encore ukrainienne. C'est pour ceux qui ont suivi la situation politique de l'Ukraine. Et en fait, je suis resté 1 an en Ukraine où j'ai enseigné le français dans un lycée français et j'ai organisé des concerts pour récolter des fonds qu'on redonnait ensuite à des hôpitaux et à des orphelinats. D'accord. Et est-ce que tu parles la langue? Et il y a un alphabet, alors il est peut-être romanisé maintenant, mais est-ce que tu as appris l'alphabet? L'alphabet n'est pas… Oui, alors oui, pour répondre à ta première question, oui, je parle russe et ukrainien. Principalement, je parle russe. L'ukrainien, pour moi, c'est plus une langue passive, c'est-à-dire que je comprends presque tout, mais je ne la pratique pas assez, en fait. Et comme c'est 2 langues qui se ressemblent, j'ai tendance, en fait, quand je parle russe ou ukrainien, de plus savoir dans quelle langue je parle. Et c'est un problème que beaucoup d'Ukrainiens ont aussi. Pour revenir à l'alphabet, non, je pense pas que ça soit une grande barrière. Il y a une romanisation, c'est-à-dire qu'il peut être écrit avec notre alphabet latin. Je trouve que ça ne s'adapte pas du tout à l'alphabet russe. Et c'est beaucoup plus simple d'apprendre l'alphabet russe. C'est pas si difficile que ça. Moi, je l'ai appris peut-être en 2 heures. Et toutes les personnes que je connais qui ont appris le russe aussi, l'ont appris en 1, 2, 3 heures. C'est vraiment pas si difficile que ça. C'est pas comme, par exemple, le chinois mandarin où il faut apprendre 2000 caractères pour pouvoir lire les journaux. Là, il y a 33 lettres, donc c'est tout à fait faisable. D'accord. Et alors, comment tu es arrivé dans ce domaine d'expertise qui est la mémorisation? Voilà. D'accord. Et en fait, je suis arrivé dans ce domaine un peu en même temps que je suis arrivé en Ukraine, c'est-à-dire en 2013. En fait, je suis arrivé ici, je parlais pas russe du tout, pas ukrainien. Je parlais très peu anglais, enfin anglais comme beaucoup de Français le parlent en sortant du lycée ou de l'université, c'est-à-dire je parlais très mal, très très mal. Je peux même dire que je ne parlais pas du tout. À l'époque, je pensais que je le parlais un petit peu, mais maintenant je me rends compte que je parlais rien du tout. Et en fait, je suis arrivé en Ukraine et tous mes amis me disaient mais tu verras, c'est quand tu vis dans un pays que tu peux apprendre la langue, etc. Ça sera facile. Tu vas voir le russe, en 3 mois tu vas le parler, ça sera pas si difficile que ça. Et moi, je suis parti en Ukraine assez confiant. Je me dis bah oui, je verrai sur place, j'apprendrai le russe sur place. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas forcément vrai. Peut-être que c'est vrai pour des langues qui sont assez proches du français. Par exemple, l'espagnol, si vous partez 4 mois en Espagne, vous pourrez assimiler la langue comme ça. Mais pour des langues qui sont plus difficiles et plus éloignées que notre langue natale, c'est pas forcément vrai, ça fonctionne pas forcément. Si vous mettez pas un effort de votre part, si vous essayez pas d'apprendre cette langue, je pense pas que vous pourrez l'assimiler comme ça. J'ai par exemple d'exemples de beaucoup d'Américains qui vivent ici, ils passent des fois 3, 4, 5 ans ici, ils parlent pas un mot de russe ou d'ukrainien. Après, c'est un autre débat. Souvent, les anglophones ont tendance à ne pas apprendre des langues des pays où ils vivent. Oui, c'est vrai, c'est bien pour nous, comme ça on peut parler anglais avec eux. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, à la base, est-ce que tu avais, toi, une mémoire d'éléphant? Une mémoire d'éléphant? Non, pas du tout. Alors là, je vais revenir un peu pour finir mon histoire sur l'Ukraine. D'accord. C'est en fait, quand j'ai commencé à apprendre le russe, je me suis rendu compte que c'était une langue très difficile et les mots étaient très longs.
Et il faut savoir qu'en russe, il y a beaucoup de synonymes pour dire une chose. C'est une langue très riche. Comme on sait, la Russie, ça s'étend de l'Europe et ça finit presque jusqu'au Japon avec Vladivostok. Donc, il y a une grande culture et de nombreux pays qui parlent russe. Et je pense que de ce fait, il y a énormément une très grande richesse lexicale. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de synonymes. Et donc, pour la parler, il faut savoir un grand nombre de mots. Mais le problème avec le russe, c'est que les mots ne ressemblent à rien, pas du tout au français, et sont très longs. Alors moi, quand j'ai commencé, je connaissais qu'une technique pour mémoriser. Je connaissais rien, j'étais pas du tout un expert de la mémoire à l'époque. Je connaissais une seule technique seulement pour mémoriser, et c'était la règle qu'on apprend à l'école, c'est-à-dire la règle du par cœur. C'est-à-dire que je prenais une liste de mots, j'avais la traduction en français, j'avais le mot en français et sa traduction en russe, et je répétais le mot en français dans ma tête, ensuite en russe, en français, en russe. Et en fait, ça fonctionne pas du tout, c'est rébarbatif, ennuyant. Et en fait, j'étais bloqué, j'arrivais pas à apprendre cette langue à cause de ma mauvaise mémoire, parce que je pensais à l'époque avoir une mauvaise mémoire. Et c'est comme ça que je suis arrivé un peu dans le monde de la mémoire. En fait, en cherchant sur des forums, des sites internet, je suis tombé sur un livre qui a changé ma vie. Ce livre qui s'appelle Aventure au cœur de la mémoire de Joshua Foer. En fait, ce livre, c'est l'histoire d'un journaliste américain qui est parti faire un reportage sur le monde des athlètes de la mémoire. En fait, les athlètes de la mémoire, c'est des gens qui peuvent mémoriser des tonnes d'informations rapidement. Et il s'est pris de passion pour ce sport, entre guillemets, et il s'est donné le défi, l'année prochaine, l'année qui suivait l'écriture de cet article, de participer au championnat américain de la mémoire et essayer de le gagner. Une chose incroyable, il s'entraîna pendant 1 an et il gagna ce championnat, il devint le nouveau champion américain de la mémoire. Et en fait, dans son livre, il raconte un peu son parcours, comment il a réussi à améliorer sa mémoire, etc. Et c'est vraiment en lisant ce livre que ça a vraiment changé ma façon de voir les choses, ma façon d'apprendre. Je me suis dit, si ce mec, il peut apprendre des tonnes de chiffres en 5 minutes, peut-être que je pourrais adapter ces mêmes méthodes à l'apprentissage du russe et mémoriser des mots russes. Et c'est ce que j'ai fait et ça a fonctionné. Et après, je me suis pris moi aussi de passion pour toutes ces techniques. Et j'ai lu énormément de livres, j'ai suivi beaucoup de formations, je me suis beaucoup entraîné, j'ai adapté ces techniques à mes apprentissages. Et c'est pour ça justement que j'ai créé ce site Super Apprenant. C'est justement pour permettre, parce qu'à l'époque, maintenant ça commence à être un peu plus connu en France, mais à l'époque en France, il y avait très peu de choses sur ces domaines de mnémotechnique de la mémoire. Et c'est pour ça que j'ai essayé à travers mon site d'aider les gens, eux aussi, à apprendre ces techniques qui sont très peu connues et très efficaces. Donc, c'est ce livre qui a déclenché ça. Et tu nous as parlé de quelque chose d'intéressant. Donc, le sujet, c'est mémoriser un cours aujourd'hui. Et tu nous as dit donc le par cœur, c'était rébarbatif. Ça fonctionnait pas, ça a pas fonctionné pour toi. Est-ce que toi, tu as rencontré d'autres problèmes dans ta scolarité avec la mémoire pour apprendre les cours? En fait, oui, pour te dire et vous dire aux auditeurs la vérité, en fait, j'ai toujours eu une mauvaise mémoire. En fait, j'ai toujours cru que j'avais une mauvaise mémoire. J'avais très peu confiance en moi. Et en fait, j'ai toujours été un élève moyen. Et pour rajouter à ça, je suis un peu dyslexique. J'ai des tendances à une petite dyslexie. Donc, ce qui arrange pas forcément les choses. Et en fait, j'ai toujours été un élève moyen. J'étais un peu feignant aussi à l'époque. J'ai toujours été plus attiré par les filles et les soirées entre amis que les études. Et voilà. Et en fait, j'avais la tendance à tout le temps tout repousser, comme beaucoup d'étudiants le font. C'est-à-dire que par exemple, pour passer le bac, je me suis dit, j'ai rien fait pendant une année. Et juste avant de passer le bac, les 3 jours qui précédaient le bac, je me suis mis à fond pendant 48 heures. Je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai essayé d'apprendre, justement, de réviser en utilisant les techniques que je disais rébarbatives du par cœur, répéter sans cesse. Et j'ai eu mon bac. Je sais pas maintenant comment j'ai eu de la chance, peut-être, je sais pas. Et ensuite, j'ai utilisé cette technique, j'ai utilisé cette pas technique tout au long de ma scolarité. Et donc, non, j'ai jamais eu une mémoire d'éléphant. J'ai jamais été, à l'époque où j'étais étudiant, j'ai jamais été un très bon élève. Et du fait de ma mauvaise mémoire. En fait, j'avais pas de technique, je savais pas comment apprendre. Et du coup, comme je savais pas comment apprendre et comme la seule technique que je savais pour apprendre, c'était la règle du par cœur que j'ai détesté, du coup, je repoussais jusqu'au dernier moment. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas été un très bon élève et un très bon étudiant. D'accord, donc j'ai eu mes diplômes. Je tiens à dire que j'ai eu mes diplômes quand même. Donc ça a quand même fonctionné, mais si tu avais eu d'autres méthodes, t'aurais peut-être moins travaillé, passé plus de temps
ou peut-être a eu des meilleurs résultats. Toi, qu'est-ce que tu préconiserais donc comme méthode en dehors du par cœur pour apprendre un cours? En fait, je regrette souvent de ne pas avoir connu ces techniques que je connais maintenant à l'époque où j'étais étudiant, et parce que ça m'aurait grandement facilité la tâche. J'aurais eu beaucoup plus de temps parce que j'aurais passé beaucoup moins de temps à réviser, j'aurais révisé de façon plus efficace. J'aurais eu beaucoup plus de temps à donner à d'autres activités, que par exemple du sport ou d'autres activités culturelles. Donc moi, ce que je conseillerais pour des étudiants, par exemple, on pourrait prendre l'exemple d'un étudiant qui arrive dans la semaine prochaine, il doit passer ses examens, il est en retard, etc. Il faut qu'il commence par définir ses objectifs. Souvent, quand on est étudiant, on a tendance à vouloir tout absorber, tous les cours. Par exemple, si on loupe 1 ou 2 jours parce qu'on est malade, on va demander à son camarade la leçon qu'on a manquée. On va tout recopier sur son cahier sans apprendre. Je pense que c'est complètement inutile. Il faut vous déterminer un objectif. Par exemple, votre objectif, c'est passer cet examen. Ça peut être aussi, moi, ce que je conseille, parce que passer cet examen, c'est un objectif utile, parce que le but d'apprendre quelque chose, c'est pas de passer un examen, mais c'est d'utiliser les connaissances qu'on apprend. Plutôt pour savoir définir un objectif par rapport à son objectif professionnel. Par exemple, si j'apprends les maths, qu'est-ce qui va me servir quand je serai, par exemple, informaticien en data, etc., et que j'aurai besoin des maths? Qu'est-ce qui va m'être nécessaire aujourd'hui pour être plus tard dans l'informatique et travailler avec la data? Donc, fixez-vous des objectifs. Ensuite, triez votre leçon à partir de ces objectifs, c'est-à-dire ne gardez que l'essentiel. Vous n'avez pas besoin de mémoriser 200 pages d'un livre de maths ou d'histoire. Vous devez trier ce que vous aurez besoin par rapport à votre objectif. Voilà, ça c'est la première chose, c'est une des choses les plus importantes qui est valable pour toutes sortes d'apprentissages, que ce soit pour la musique, pour les langues, pour le sport, pour tout. Et après, peut-être que tu voudrais des choses plus en détail par rapport aux techniques de mémorisation. Alors, est-ce que tu aurais une méthode un petit peu magique pour mémoriser? Je ne sais pas s'il y a des méthodes magiques, mais il y a des méthodes efficaces qui fonctionnent vraiment. Et moi, la méthode que j'enseigne le plus et qui est la plus simple à mettre en place, c'est la méthode de l'association, que je crois que tu connais aussi. En fait, il faut comprendre un peu notre mémoire avant d'expliquer cette méthode. En fait, notre mémoire, elle fonctionne un peu comme une toile d'araignée. C'est-à-dire que toutes les nouvelles informations que vous souhaitez mémoriser, vous devez les raccrocher à ce que j'appelle votre toile de la connaissance, aux informations que vous connaissez déjà. Par exemple, si on prend l'exemple d'un mot espagnol, par exemple, si le mot espagnol el plátano, qui veut dire une banane, je vais essayer de raccrocher ce mot à quelque chose que je connais déjà. Moi, si j'entends el plátano, je sais pas toi, Emmanuel, moi, el plátano, ça me fait penser à l'arbre, un platane. Tout à fait, oui, un platane. Oui. Voilà, donc tout simplement, j'associe el plátano avec le mot français un platane, et de cette manière, facilement, je pourrais mémoriser le mot, et l'association va être un peu un crochet qui vous permettra d'accrocher les connaissances que vous souhaitez mémoriser à votre mémoire. Donc concrètement, el plátano, qu'est-ce que tu pourrais faire comme histoire avec el plátano pour mémoriser justement ce mot? Ce qui est important là, c'est qu'on part plus sur un exemple pour apprendre le vocabulaire d'une langue étrangère, mais el plátano, la définition, c'est une banane. Donc, el plátano, je raccroche ce mot avec un platane. Et quelle était la définition? Est une banane. Donc, je vais essayer d'associer la définition du mot, le sens du mot, ensemble. Donc, comment je peux associer el plátano avec une banane? Tout simplement, j'imagine mentalement un platane, l'arbre à un platane qui ressemble au mot el plátano, où poussent des bananes. Et de cette manière, en visualisant la chose mentalement, ça c'est la deuxième clé de la mémoire, c'est important d'en parler, c'est de visualiser les choses. On est très fort pour mémoriser des images. Par exemple, vous pouvez voir une image une fois et vous en rappeler pour des décennies. Donc, il faut transformer les informations, convertir les informations que vous souhaitez mémoriser en ce que j'appelle des images mentales. Alors, c'est quoi une image mentale? Une image mentale, c'est tout simplement un peu comme une photo que vous créez à partir de votre esprit. Par exemple, si vous imaginez un lion, imaginez dans votre esprit l'image d'un lion, tout simplement. Voilà, c'est ça l'image mentale. Donc, pour revenir à notre exemple de el plátano, j'imagine tout simplement un platane où poussent des bananes et j'imagine l'image dans mon esprit. Et de cette manière, j'ai mémorisé le mot plus sa définition en 1 seconde ou 2 et de manière très efficace.
et ludique. Donc ça, c'est un conseil qu'on pourrait donner aux parents qui incitent leurs enfants à faire ce genre d'image. Mais le danger, est-ce que c'est pas que cette image, elle reste en fait ils écrivent dans leur copie El Platano, c'est un arbre avec des bananes. Est-ce que c'est pas dangereux ça? Non, justement, parce que je pense qu'encore une fois, il faut faire confiance à notre cerveau, à notre intellect. C'est qu'en fait, comme je l'ai dit, en fait, cette image va agir un peu comme un crochet qui va nous permettre d'accrocher le mot qu'on veut apprendre à notre toile de la connaissance. Et on est assez intelligent justement pour faire la part des choses. Et ça se fera automatiquement à savoir que El Platano, c'est une banane, tout simplement. Du fait qu'on a créé cette association nous-mêmes, c'est pour ça qu'il faut créer vos associations par vous-même. Il ne faut pas prendre des associations toutes faites. Peut-être que pour vous, El Platano, c'est peut-être quelque chose d'autre. Moi, c'est mon association avec les bananes. Et de cette manière, je pense pas qu'il y aura de confusion. Il peut y avoir des confusions avec une utilisation intensive de cette technique. Et aussi, je sais par expérience que petit à petit, les images mentales vont disparaître et vous connaîtrez simplement le mot. Vous aurez plus besoin de… En fait, l'image mentale, c'est un peu comme un tuteur. Le tuteur va aider une plante à pousser, mais quand la plante aura pris racine, on n'aura plus besoin du tuteur. En fait, l'image mentale est un peu là comme un tuteur de la mémoire. Elle va vous aider à ancrer l'information dans votre mémoire à long terme. Une fois qu'elle sera ancrée, vous aurez plus besoin de l'image, vous connaîtrez simplement le mot. D'accord, donc une super méthode, la méthode des associations. On a vu qu'elle servait pour les langues, mais est-ce qu'elle peut servir aussi pour d'autres cours? En fait, la méthode de l'association, on peut l'adapter pratiquement à tout. Et moi, par exemple, là, en ce moment, j'apprends le djembé, à jouer du djembé. Et tout simplement, pour mémoriser des rythmes, vous savez, les rythmes, on peut dire 1 et 2 et 3 et 4, mais je trouve ça assez difficile à mémoriser. Du coup, je transforme les rythmes en mots. Par exemple, on a un rythme que je travaille en ce moment, c'est tout simplement Maradona, na, Maradona, na. Et de cette manière, en visualisant l'image de Maradona du footballeur, et c'est tout simplement, je peux mémoriser ce rythme et je peux me faire un peu un dictionnaire de rythmique aussi en associant plusieurs mots avec la rythmique que j'apprends. Donc, vous pouvez adapter ces techniques à l'apprentissage d'écrit, à la mémorisation d'écrit, pardon, à l'apprentissage de la musique. C'est très efficace pour apprendre à mémoriser le vocabulaire d'une langue étrangère, comme je l'ai dit dans l'exemple que je vous ai donné. On peut l'adapter partout, même pour le sport, pour par exemple des postures de yoga, etc. Donc, c'est très… il y a moyen vraiment de l'adapter partout. Est-ce qu'il existe d'autres méthodes que la méthode des associations pour mémoriser? La méthode là, oui. En fait, il existe énormément de méthodes. En fait, le but de toute mnémotechnique, en fait, les mnémotechniques, c'est les techniques justement qui permettent de favoriser la mémorisation d'informations. Le but de mnémotechnique, en fait, toutes les mnémotechniques se basent sur les mêmes principes. C'est-à-dire associer les choses que vous voulez mémoriser avec ce que vous connaissez déjà, visualiser le tout sous la forme d'une image mentale, comme je vous l'ai dit, en fait, une photo que vous prenez avec votre esprit. Et après, c'est la technique un peu plus avancée, placer ces images dans ce qu'on appelle des palais de la mémoire, dans des locations que vous connaissez, et pour ne pas les oublier. Donc, en fait, la technique de l'association, c'est une clé pour les mémotechniques. Mais en fait, chaque mémotechnique, en fait, est une technique qui permettra de convertir une information que vous voulez souhaiter mémoriser en une image mentale. C'est pour ça qu'il y a plusieurs techniques. Par exemple, pour mémoriser des chiffres, comment transformer un chiffre en une image mentale, comment convertir par exemple, comme je disais, un rythme de musique en image mentale. Et chaque mémotechnique, en fait, permettra de convertir une information que vous souhaitez mémoriser en une image mentale. Il existe énormément de mnémotechniques, autant qu'il existe d'informations à mémoriser. Est-ce que tu aurais un exemple concret par rapport à la méthode des lieux? La méthode des lieux, en fait, c'est un peu le secret de tous les mnémonistes. C'est un peu la technique qui fonctionne le mieux que tous les mnémonistes apprennent et utilisent au maximum. En fait, comme je l'ai dit, pour mémoriser une chose, première étape, associer l'information avec ce que vous connaissez déjà. 2, visualiser le tout sous la forme d'une image mentale. Et ensuite, il faut savoir que notre mémoire est très bonne pour se souvenir de lieux géographiques et emplacements précis. Par exemple, vous étiez petit, par exemple, vous pouvez vous souvenir en détail de quand vous alliez en vacances chez votre ami dans sa maison de campagne, bien qu'il s'est passé peut-être 20 à 25 ans, vous pouvez vous souvenir en détail de où était placé le divan, les tableaux sur le mur, la cuisine, etc. Et en fait, la méthode de la location des palais de la mémoire, en fait, consiste à ça. En fait, elle consiste à placer les images mentales que vous avez créées à partir des informations que vous souhaitez mémoriser dans des locations précises que vous souhaitez, que vous connaissez,
où vous voulez sauvegarder les informations. Donc là, c'est un peu la théorie. C'est peut-être vague pour les gens qui connaissent pas ça. Concrètement, qu'est-ce Concrètement. qu'on peut faire avec cette méthode? Concrètement, c'est l'exemple que tous les mnémonistes souvent reprennent. C'est un peu la liste de courses, par exemple. D'accord. Si par exemple, on va reprendre ma banane, je parle beaucoup de bananes aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais par exemple, vous devez acheter, on va dire des bananes, des tomates et on va dire du lait. Voilà. Donc, comment vous allez vous souvenir de ça? Donc, il y a la méthode, vous allez écrire sur votre téléphone ou sur un bout de papier, acheter des bananes, une tomate ou du lait, ou alors vous pouvez utiliser tout simplement la méthode de l'allocation. C'est-à-dire, prenez votre appartement. Imaginez mentalement votre appartement. Plus précisément, imaginez votre chambre. Comment vous allez vous souvenir qu'il faut acheter des bananes? Tout simplement, imaginez mentalement qu'un groupe de singes avec des bananes sont en train de sauter, détruire votre lit. Ils sautent, ils s'amusent sur votre lit, il y a des bananes de partout, c'est un vrai désastre. Et tout simplement, en vous promenant dans votre chambre et en revisualisant l'image des singes qui jouent avec des bananes sur votre lit, vous pourrez être capable sur le long terme de vous souvenir qu'il faut acheter des bananes. Ensuite, on a encore des tomates à mémoriser. Donc, comment mémoriser qu'on doit acheter des tomates? Là encore, vous pouvez par exemple placer sur la table de chevet une tomate. Imaginez une tomate qui est moisie, par exemple, qui coule sur votre table de chevet avec une mauvaise odeur. De cette manière, vous allez savoir qu'il faut acheter une tomate. Et ensuite, on avait le lait. Alors là, tout simplement, vous pouvez imaginer dans votre chambre une vache, un groupe de vaches qui sont dans votre chambre. Et de cette manière, quand vous êtes dans le magasin, vous êtes là, ah oui, qu'est-ce qu'il fallait que j'achète déjà? Imaginez mentalement tout simplement que vous vous promenez dans votre chambre. Alors qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir les singes qui sautent sur votre lit avec les bananes. Automatiquement, vous allez penser, ah oui, il faut que j'achète des bananes. Ensuite, vous allez ressentir la mauvaise odeur. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est la tomate qui est moisie sur la table de chevet. Et ensuite, en reculant, vous allez être bousculé par les groupes de vaches qui sont derrière. Et oui, c'est le lait. Et en fait, en utilisant cette technique simple, en plaçant des images mentales dans des locations que vous connaissez, et en vous promenant mentalement dans ces locations, vous pouvez être capable de mémoriser des tonnes d'informations dans l'ordre rapidement et efficacement. C'est les techniques qu'utilisent les champions de la mémoire, par exemple, pour mémoriser les chiffres du nombre pi, par exemple, ou pour mémoriser des 100 mots dans 5 minutes, etc. Donc, c'est la technique la plus puissante de mémorisation qui est très simple à mettre en place, que peu de personnes connaissent et qui change vraiment la vie. Et par exemple, pour la liste de courses, pour les parents, c'est bien. Et pour les enfants, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir avec cette technique, la méthode des associations, la méthode des lieux, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apprendre concrètement? Comment ils pourront l'appliquer concrètement? En fait, cette technique, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle s'adapte à tout. En fait, donc elle peut s'adapter à un étudiant qui a des besoins, un étudiant de médecine par exemple, qui doit étudier les parties du corps humain, les maladies, etc. Donc là, les techniques des palais de la mémoire et de l'association seront très efficaces. Mais ça peut aussi s'adapter tout à fait à un enfant. Par exemple, encore une fois, souvent les enfants veulent apprendre du vocabulaire en anglais, donc il peut utiliser la technique de l'association pour apprendre du vocabulaire en anglais ou dans d'autres langues. Il peut utiliser la technique de l'association aussi pour mémoriser la géographie. Et la technique de l'association et des palais de la mémoire, en fait, c'est un tout. On peut choisir dans ces techniques, selon nos objectifs, comment on veut apprendre l'information rapidement et efficacement. Par exemple, il peut apprendre les capitales des pays. Par exemple, si je prends la capitale de la Biélorussie, Emmanuel, est-ce que tu connais? Oui, je connais. C'est Minsk. Minsk, voilà. Donc, comment je peux associer Minsk en utilisant la technique de l'association à quelque chose que je connais? Comment je peux associer Minsk à ma toile de la connaissance? Pour moi, Minsk, ça me fait penser à Minsk. Donc, je pourrais me dire, Minsk, c'est quoi déjà la capitale de la Biélorussie? Minsk, Minsk. Et de cette façon, vous avez accroché, vous avez mémorisé la capitale de la Biélorussie. Par exemple, la capitale du Kyrgyzstan. Donc, c'est Bishkek. Donc, Emmanuel, est-ce que tu pourrais associer Bishkek à quelque chose que tu connais? Alors, j'imagine un Kurde qui est en train de manger un beefsteak, par exemple. Là, tout simplement. Un Kurde qui n'a pas de dents, Kurdistan. Je joue beaucoup avec les mots. Le Kurdistan, mange son beefsteak. Voilà. D'accord. C'est un peu tiré par les cheveux, mais bon. Non, c'est pas du tout tiré par les cheveux, parce que justement, c'est comme tu l'as créé toi-même, tu pourras t'en rappeler. Je suis sûr que dans 1 ou 2 semaines, si je te rappelle, c'était quoi au fait la capitale du Kyrgyzstan, tu pourras encore le redire. Voilà, donc c'est vraiment une technique efficace
Et ce qui est très important, c'est qu'elle est très ludique. Donc, elle peut s'adapter tout à fait à vos enfants. Parce que au lieu de, on pourrait apprendre aussi dire, par exemple, c'est quoi déjà la capitale du Kyrgyzstan? Bishkek. Kyrgyzstan, Bishkek. On pourrait apprendre comme ça, mais c'est rébarbatif et inefficace. Alors que là, c'est tout à fait ludique, avec un jeu de quiz, questionnement. Et les enfants généralement aiment les mnémotechniques et je trouve ça beaucoup plus ludique que justement les techniques du par cœur enseignées habituellement à l'école. Est-ce que cette technique, c'est une baguette magique? C'est-à-dire que ça va automatiquement vous donner une mémoire d'éléphant? En fait, cette technique, en fait, c'est un peu les techniques de mémorisation et la mémoire. En fait, c'est un peu, faut voir un peu ça comme un muscle. En fait, il faut l'entraîner. Plus vous allez utiliser ces techniques, plus vous allez entraîner votre mémoire et plus vous serez capable de mémoriser des informations. En fait. Et voilà, c'est vraiment un peu comme du sport. Faut vous entraîner un peu chaque jour et de cette manière, vous pourrez améliorer votre mémoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que seulement un tiers de nos capacités mémorielles sont définies par des facteurs biologiques. C'est-à-dire que les 2 tiers restants sont définis par les techniques que vous utilisez. Donc, à part si, par exemple, on ne parle pas de maladie Alzheimer, etc., qui influent sur la mémoire biologique. C'est-à-dire que, généralement, on dit qu'on a une mauvaise mémoire parce qu'on utilise seulement un tiers de nos capacités mémorielles. En fait, on se base seulement sur notre facteur biologique pour mémoriser des informations parce qu'on ne connaît pas des techniques pour mémoriser. Justement, en utilisant les techniques de mémorisation simplement, vous allez être capable d'utiliser 80-90% de vos capacités à mémoriser des informations. Donc une maman qui vient avec son enfant et qui me dit, moi, mon enfant, et qui vient à mon cabinet avec son enfant, qui me dit, moi, mon enfant, il a vraiment une très très mauvaise mémoire. Je peux lui dire que ça peut s'améliorer, qu'il va pas rester comme ça toute sa vie, c'est ça? Oui, tout à fait. À moins sur un cas grave, on parle de maladies dégénératrices, etc. sur la mémoire, ce qui est assez rare, surtout pour un enfant. Mais non, c'est en fait, on a tous à peu près les mêmes capacités mémorielles. C'est juste en fait, on utilise des techniques différentes. Et malheureusement, 99,9% des gens utilisent des techniques du par cœur, qui est encore une fois pas du tout efficace. Donc, ils utilisent un tiers de leur capacité, tout simplement pour ça qu'ils ont une mauvaise mémoire. Alors, on a vu que ces techniques de mémorisation ont vraiment apporté des transformations dans ta vie. Qu'est-ce que tu dirais que ça peut apporter comme transformation à un enfant, à un étudiant, à un ado? Déjà, je pense que la plus importante, moi, ça m'a donné confiance en moi. Je me suis rendu compte que finalement, je pouvais mémoriser des informations jusqu'à là que je pensais pas être capable de mémoriser. Et ça m'a donné accès à des apprentissages, au fait de pouvoir acquérir de nouvelles compétences. Qu'à l'époque, je pensais pas du tout pouvoir acquérir, par exemple, parler plusieurs langues étrangères ou la musique, etc. Donc c'est prendre confiance en soi. En fait, on se dit finalement, j'ai pas une mauvaise mémoire, ces techniques fonctionnent vraiment bien, donc finalement, je peux mémoriser et apprendre tout ce que je veux. Je peux réussir mes études parce qu'à l'époque, j'ai jamais voulu être médecin, mais si à l'époque j'aurais voulu être médecin, je me serais dit non, j'aurais même pas essayé parce qu'à l'époque j'avais pas du tout confiance en moi. Je me suis dit, mais non. T'as vu toutes les informations qu'il faut mémoriser, le nombre de livres qu'il faut lire, etc. J'y arriverai jamais, c'est impossible. Alors que si je reprenais maintenant et qu'on me disait, bon, est-ce que tu veux étudier la médecine? Je dirais, oui, pas de problème. J'ai aucune peur et je suis tout à fait confiant que j'y arriverai sans problème. Voilà la grande différence, c'est que ça donne confiance en vous. Ensuite, c'est un gain de temps. Parce qu'au lieu de passer 3 heures tous les soirs à réviser vos cours avec des techniques inefficaces du par cœur, vous allez pouvoir réviser la même quantité d'informations plus efficacement et sur le long terme en peut-être 2-3 fois moins de temps. Donc voilà, c'est vraiment un gain de temps. Du coup, vous pouvez en profiter pour lire plus de livres, sortir, faire du sport, aller au cinéma, aller avec vos amis, etc. D'accord, écoute, je te remercie pour toutes ces informations sur la mémoire. Merci à toi. Tout ça, et ce que je voulais, moi, vraiment parler, c'est de ta formation, parce que grâce à toi, j'ai une meilleure mémoire, hein, il faut le dire. Une formation que tu as fait en ligne. Et cette formation m'a vraiment apporté des choses, dans le sens où, grâce aux techniques, j'ai pu mémoriser les 100 décimales de pi. Merci. J'ai pu aussi, je suis en train d'apprendre le thaïlandais là, parce qu'on part en vacances donc au mois d'août en Thaïlande avec ma compagne. J'ai pu mémoriser une conférence, donc être beaucoup plus à l'aise, moins regarder mes notes, c'est ce qui m'est évident. Super. Et puis j'ai appris aussi les départements français pour m'amuser. Super. Et j'arrive à continuer à peaufiner mon anglais en apprenant un petit peu moins par cœur. Bien que le par cœur, ça reste encore un petit peu, mais j'arrive à m'en défaire quand c'est un mot compliqué, j'arrive à faire la méthode des associations.
Pour la conférence, j'ai plus utilisé la méthode des lieux et c'est vraiment une formation qui est complète. Maintenant, elle est tellement complète que, en fait, elle est mon aide-mémoire. Quand j'ai D'accord, besoin super. d'une information sur la mémoire, ben, je vais vers cette formation. Voilà. Super, ben merci Emmanuel. En tout cas, je Et suis content que tu aies tes objectifs. alors moi, je vais mettre un lien pour les auditeurs vers ton site internet dans la D'accord. description ci-dessous. Et donc, les gens pourront aller vers ton site internet. Voilà. Super. Eh ben, merci en tout cas, Emmanuel. Merci, merci pour cette interview. C'est super intéressant de parler un peu de ces techniques. J'espère que ça a inspiré les auditeurs qui regarderont cette vidéo. Parce que, voilà, encore une fois, vous n'avez pas une mauvaise mémoire, contrairement à ce que vous pensez. Vous utilisez tout simplement pas les bonnes techniques. D'accord. Eh bien, je te dis au revoir et puis je te dis à bientôt. Au À revoir. bientôt. Eh ben, allez. Salut Emmanuel et merci encore.